Bonjour Pissama, c'est Seppel, et aujourd'hui on va faire une réclame pour Holzkern. Holzkern, tu connais ou faut que je t'explique? Bon, là, je t'explique. Holzkern, c'est les Österreichische Spitzbücher qui fabriquent tes montres en bois et en pierre. Sauf que des fois, ils font aussi tes montres avec tes feuilles que c'est même pas du bois, ou de la nacre que c'est même pas de la pierre, ou même des plumes de pan que c'est ni l'un ni l'autre. Et même qu'ils font des bijoux aussi. L'œil, ça c'est tes boucles d'oreilles que c'est comme des feuilles de ginkgo, sauf que c'est pas en feuilles mais que c'est en or. Pas comme avec les montres avec tes feuilles en feuilles. Là c'est tes feuilles en or sans feuilles. T'as compris la différence? Et ça existe en or et en argent. Mais si tu choisis en or ou en argent, ça coûte de l'argent, Kel. Seppel, arrête s'il te plaît, tu vas finir par embrouiller les gens. Mais il faut bien que j'explique. Et c'est pas entièrement en or, c'est du placage, sinon ça coûterait beaucoup plus d'argent. Mais ça veut dire que c'est pas tes feuilles pas en or doré à la feuille d'or qui coûtent de l'argent. C'était pas feuille en pas or, pas doré à la feuille d'or pour coûter moins d'argent, même si c'est plaqué en argent que l'argent, on le fait pas avec des feuilles et que ça coûte moins d'argent que l'or. Seppel, Fausse. Arrête et parle plutôt des montres. Je parle des montres en pas feuille que c'est du bois ou des montres en bois avec tes feuilles? Ok, non, tu sais quoi? Parle de celle-là. Ah, ça c'est la Everbloom, ça veut dire toujours avec tes fleurs. Ça c'est une montre en pas bois et en pas feuille avec tes fleurs que c'est des vraies et des feuilles en pas feuille que c'est des fausses. Et si tu feuilles, il y a plusieurs couleurs. Il y a du violet, de l'or doré avec de l'or que c'est pas tes feuilles et qui coûte de l'argent, et de l'or pas doré avec de l'or rose qui coûte de l'argent. Mais elle n'existe pas en argent. Ok, stop. Parle juste de celle-là. Ah, ça c'est la millstone, ce que ça veut dire borne routière. Oui, mais non. Ah, bah si, Google Traduction, il Non, dit non, que... Seppel, enfin oui, milestone ça veut dire borne routière, mais ça veut aussi dire objectif. Mais non, ça c'est lens. Mais non, pas objectif de caméra, un objectif à atteindre. Ah bah non, ça c'est target. Seppel, Fausse. fais-moi confiance, s'il te plaît. Ah bah yo, mais... Seppel, Fausse. la montre. Juste la montre. Oui, bah donc ça c'est la millstone, que elle est en acier et que donc c'est ni de l'or, ni des feuilles, ni du bois, ni de l'argent, mais elle coûte quand même de l'argent. Et c'est une montre automatique. C'est comme les pistolets astronomiques, les secondes ça fait ta 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 ta. Seppel! Bah quoi, c'est ça, né? Non, automatique, ça veut dire que le mécanisme se recharge du simple fait d'être porté. La montre s'arrête quand on la porte pas un jour ou deux, mais tant qu'on la porte, on n'a jamais besoin de changer la pile puisqu'il y en a pas. Mais ça c'est magique. Non, c'est juste un ressort plat qui emmagasine de l'énergie. Oui, de l'énergie magique. Seppel, pitié. Bon, maintenant, il faut quand même que je te dise. Dans la description, il y a le lien que si tu cliques dessus, est 10% de réduction sur tout qu'est-ce que tu commentes. Bon, maintenant, il faut quand même que je te dise. Dans la description, il y a le lien que si tu cliques dessus, est 15% de réduction sur tout qu'est-ce que tu commentes. C'est pour faire comme que si t'avais plus d'argent quand t'achètes des bijoux en pas feuille en or, pas doré à la feuille d'or qui coûtent de l'argent, ou des bijoux en argent qui coûtent moins d'argent qu'avec le lien ça coûte encore moins d'argent. Seppel! Et pour ça, il faut que tu utilises le plus meilleur code du monde. Seppel. Oui, c'est ça le code, Seppel. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Fuf. J'ai mal à la tête. La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Franck Dunat. Avez-vous déjà fait un puzzle de 1000 pièces? Si oui, alors vous avez une vague notion de ce que représente cette quantité. Imaginez que chacune de ces pièces représente la vie d'un être humain. Vous avez devant vous un millier d'existences, de familles, d'enfants, de parents. C'est bon? Vous les avez en tête? Et bien maintenant, doublez ce nombre. C'est donc 2000 vies que vous tenez en main. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que l'homme dont il va être question dans cette vidéo est dans cette situation, et que malheureusement, il va conduire ces 2000 personnes à la mort. Cet homme est un amiral, il s'appelle Cloudesley Shovel, et en ce 22 octobre 1707, il doit faire un choix important. Il hésite, consulte différents avis, puis au bout d'un moment, sa décision est prise. Il est alors loin de s'en douter, mais peu après, son choix va conduire à l'un des plus gros désastres maritimes de toute l'histoire. Cette décision, à la fois décisive et catastrophique de Shovel, a eu lieu pendant le retour d'une expédition. Et pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles cet homme s'est retrouvé ce jour-là avec la vie de 2000 marins entre ses mains, il faut s'attarder un peu sur l'aller de ce voyage. Et pour cela, revenons quelques années en arrière. 7 pour être plus précis. Le 1er novembre, le roi d'Espagne Charles II meurt à l'âge de 39 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son état de santé était fragile depuis un moment.
Depuis 4 ans, il fait près de 6 crises d'épilepsie par jour, dont au moins l'une d'entre elles est très sévère. Personne n'est en mesure d'identifier les causes de ces crises, d'autant qu'il est également atteint d'hallucinations et de fortes migraines. Mais l'élément de la santé du roi qui va se révéler extrêmement problématique, non seulement de son vivant, mais aussi et surtout après sa mort, c'est que Charles II est stérile. Et qui dit stérile dit pas de descendance, ce qui, vous en conviendrez, est toujours un problème quand on est roi. Pour sa succession, il a désigné de son vivant Philippe, duc d'Anjou, deuxième petit-fils de Louis XIV. D'une part parce que Charles II préfère laisser l'ensemble des territoires espagnols à un seul héritier sans avoir à les partager entre les couronnes françaises et autrichiennes, principales prétendantes au trône. Mais aussi sûrement pour remercier Louis XIV des concessions faites lors du traité de Ryswick quelques années auparavant. Toujours est-il que Louis XIV se retrouve presque contre sa volonté avec le royaume d'Espagne dans les mains de son petit-fils. Une situation qui ne va pas, mais alors pas du tout, plaire à l'Autriche, évidemment. Mais qui va également fortement déplaire à l'Angleterre, en guerre contre la France, et qui n'a aucun intérêt à voir son ennemi gagner en puissance avec de nouveaux territoires. Alors ces deux pays vont faire ce que tous les humains ont toujours fait dans l'histoire lorsqu'ils se découvrent des adversaires communs. Une coalition. Et c'est dans le cadre de ce que l'on appelle alors la Grande Alliance que 7 ans plus tard, l'Autriche et l'Angleterre vont décider d'assiéger la ville de Toulon. C'est un choix stratégique. Du côté de l'Angleterre, il s'agit évidemment d'affaiblir, voire détruire la flotte française en Méditerranée, ce qui laisserait le champ libre aux forces anglaises pour reconquérir l'Espagne. Du côté de l'Autriche, prendre le contrôle de Toulon permettrait une percée dans le sud de la France et favoriser les Habsbourg dans la conquête de l'Espagne, en empêchant la France d'y envoyer des renforts. Voilà pourquoi, en juillet 1707, une armée de coalition est formée. Les Autrichiens sont menés par le prince Eugène de Savoie, quant aux Anglais, ils sont dirigés par notre homme, Cloudesley Shovel, qui va prendre cette si mauvaise décision dans quelques mois, au retour de ce siège. Pourtant, l'amiral est loin d'être un incompétent. C'est même un héros populaire, ayant participé à de nombreuses batailles à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Il a combattu victorieusement les pirates de Tripoli pendant 1 an. Des faits d'armes qui seront récompensés, excusez l'ironie du sort, par une médaille en or des mains de Charles II, roi d'Espagne. Son ascension irrésistible le conduit à être fait chevalier par le roi d'Angleterre qui voit en lui un homme d'honneur. Bon, on passera sur le fait qu'entre-temps, ce même Shovel avait épousé la veuve de son ancien commandant mort au combat. Côté honneur, bon, sur ce coup-là... Mais peu importe, rien ne semble pouvoir arrêter le parcours de Cloudesley Shovel. Dans les années qui suivront, il est nommé amiral, participe à plusieurs batailles et ce n'est qu'à la suite d'une septicémie après une blessure à la cuisse qu'il dut rentrer en Angleterre. Ce qui ne l'empêchera pas d'être nommé à la tête de la flotte anglaise, qui fait clairement de lui l'une de ses personnalités préférées. Le voilà donc au commandement du siège de Toulon en 1707, avec à sa charge une flotte de 21 navires. La coalition est impressionnante. Entre l'armée autrichienne et la flotte anglaise, ce sont près de 40 000 soldats qui se présentent face aux 25 000 hommes français envoyés par Louis XIV en renfort. Et même si la ville de Toulon est bien défendue grâce notamment à ses forts et canons côtiers, la menace de ce siège est prise très au sérieux. Le 29 juillet 1707, la première attaque est lancée sous l'angle d'Artigues et de Sainte-Catherine. Les Français parviennent à la repousser au prix de nombreuses pertes. Le lendemain, les Alliés portent un deuxième assaut, cette fois en direction de la bastide d'Artigues, tentative qui s'avérera fructueuse. Mais c'est le 3e jour que les Autrichiens et Anglais vont réussir la percée de Sainte-Catherine, qui va provoquer le retrait des troupes françaises. La tactique est simple mais redoutable. Pendant que l'armée autrichienne mène les batailles à terre, la flotte anglaise bombarde les côtes pour appuyer et couvrir l'attaque terrestre. Le 4 août, les forces alliées prennent les hauteurs du mont Faron qui surplombe Toulon. Elles en profitent alors pour installer l'artillerie pour faire pleuvoir le feu sur la ville. Braqués de toutes parts, à la fois des sommets de Toulon par les Autrichiens ou de la mer par les Anglais, les Français sont encerclés et réalisent alors qu'ils sont en état de siège. Les 15 et 16 août, une riposte est organisée. Sous les ordres du duc de Berwick, les troupes françaises lancent de violents combats et reprennent le mont Faron. Le 21 août, devant l'acharnement des Français, Eugène de Savoie, qui mène alors les troupes autrichiennes, décide de lever le siège et de battre en retraite vers l'Italie. De leur côté, les Anglais reprennent la mer pour le voyage retour, non sans avoir infligé de lourdes pertes sur la flotte française et coulé une quinzaine de navires. C'est donc une victoire en demi-teinte pour les Français.
Certes, ils ont résisté à l'invasion et ont fait preuve d'une résistance efficace, mais c'est pour autant avec détermination que la flotte de Chauvel met le cap vers l'ouest en quittant le territoire français. D'un côté, la percée en Provence qui était visée n'a pas pu voir le jour, mais d'un autre, la marine française est clairement affaiblie, et la guerre continuant, il y a fort à parier qu'un futur assaut dans les mois à venir pourrait conduire les Anglais à la victoire définitive. Mais ce n'est pas à Chauvel d'en décider, et pour l'instant, sa seule préoccupation est de ramener le reste de sa flotte à bon port pour le voyage vers l'Angleterre. Chauvel est confiant. Ils avaient fait l'aller, alors le retour devrait bien se passer. Non ? Non. Car lorsqu'il voit l'assurance de l'amiral Chauvel face à ce trajet, le destin se frotte les mains d'impatience. On imagine mal les conditions précaires dans lesquelles ces hommes voyageaient en ce début de XVIIIe siècle. Non seulement les cartes sont encore très imprécises, et c'est d'ailleurs pour cette raison que de grandes expéditions sont organisées à travers le monde, mais en plus, le matériel est rudimentaire. N'oublions pas que 2 siècles plus tôt, Christophe Colomb prenait la mer avec comme simples instruments une carte, une boussole et un sextant. Pour se repérer de la façon la plus fiable possible, il existe alors 3 méthodes que les navigateurs de l'époque n'hésitent pas à combiner entre elles pour plus de fiabilité. Tout d'abord, la navigation côtière, la manière la plus intuitive de naviguer. Elle se base sur la simple observation en remarquant des points remarquables le long des côtes que l'on appelle des amers. Ces repères peuvent être naturels comme des reliefs particuliers ou au contraire artificiels comme des phares ou des balises laissées par de précédents navires. Seulement voilà, cette première méthode nécessite de voir la côte, et lorsque les humains se sont lancés progressivement dans des voyages de plusieurs jours en pleine mer, il a bien fallu inventer d'autres moyens de se repérer. C'est là qu'entre en scène la deuxième méthode appelée la navigation à l'estime, qui consiste à déduire sa position de sa route et de sa distance parcourue depuis la dernière position. Il faut donc connaître avec le plus de précision possible son cap, le temps qui passe et la vitesse du navire. Pour le cap, rien de bien difficile, un simple compas fait l'affaire. Pour le temps qui passe, nous allons y revenir après que je vous ai parlé de la mesure de la vitesse. Car vous allez le voir, la méthode est à la fois simple et astucieuse. Et pour bien comprendre, il va falloir que je vous parle d'un instrument, qui est assez incontournable à l'époque, le loch. Rien à voir avec le loch du Loch Ness, il s'agit d'un morceau de bois. Littéralement. Car le mot loch vient en réalité du néerlandais log, qui signifie bûche. Autour de ce morceau de bois était enroulée une ficelle. Alors que l'on retourne un sablier, on lâche le loch, qui va donc dériver le long de la coque en fonction de l'avancement du bateau. La quantité de ficelle déroulée quand le sablier est épuisé indique donc la vitesse du navire. Et pour se faciliter la tâche pour mesurer la longueur de fil, on a coutume d'y faire des nœuds à intervalles réguliers. Lorsque le loch sera à l'eau, il suffira donc simplement de compter le nombre de nœuds pour estimer la vitesse. Oui, vous avez bien deviné, c'est pour cette raison encore qu'aujourd'hui, on parle de nœuds pour désigner la vitesse des bateaux. Ça vient totalement de là. La troisième façon de déterminer sa position à l'époque dépend de la meilleure horloge qui soit, le ciel. À condition de savoir identifier les astres, utiliser quelques outils comme le sextant ou consulter les éphémérides, le ciel offre aux navigateurs toutes les données dont ils ont besoin pour se repérer dans cette immense étendue d'eau. Seulement voilà, aucune de ces méthodes n'est fiable à 100%. On l'a vu, la navigation côtière nécessite de rester près de la côte. La navigation astronomique est précise, mais il existe une limitation à la fois évidente et pour autant très problématique. Pour se diriger selon la carte du ciel, il faut le voir. Cette méthode est dépendante de la météo. C'est pour les marins de l'époque une contrainte de taille, car il n'est pas rare, selon les régions du monde, d'avoir plusieurs jours de mauvais temps. Bref, imaginez un instant que le pare-brise de votre voiture soit opaque à chaque fois que le ciel est couvert, et vous aurez une idée de la difficulté qu'avaient les marins de l'époque à naviguer par mauvais temps. Vous me direz, il reste la navigation à l'estime qui prend le relais de l'astronomie, dans le cas d'un ciel nuageux. Oui, c'est vrai. Mais là encore, il existe un obstacle qui rend cette méthode difficile à appliquer et peu précise. La mesure du temps. En effet, sans rentrer dans des considérations mathématiques complexes, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que la vitesse d'un bateau est définie comme une distance parcourue en un temps donné. Le principe de la navigation à l'estime est même basé là-dessus. Si on connaît la trajectoire visée et la vitesse, on peut en déduire sa position sur cette trajectoire. Et si les navigateurs disposent de la vitesse avec la méthode des nœuds, il leur faut néanmoins disposer d'une donnée cruciale, le temps qui s'est écoulé depuis leur départ. Ou du moins qui s'est écoulé depuis leur dernière estimation de la position du navire.
Et ça, c'est un véritable problème à l'époque. Car si l'utilisation des horloges commence à devenir la norme sur Terre, il n'en est pas du tout de même sur un bateau, où la houle empêche le balancement régulier du folio. Vous savez, le poids dans la grosse horloge murale, qui fait tic-tac. Quand le bateau tangue, ça marche pas. On est donc face à un problème de taille. Comment connaître le plus précisément possible sa position en mer et notamment déterminer sa longitude ? Un défi qui va se révéler crucial dans les années à venir, mais ça, ce sera pour la suite de cette vidéo. Sur une carte, vous avez votre latitude, l'axe nord-sud, et votre longitude, l'axe est-ouest. La latitude, vous pouvez la déterminer en mesurant la hauteur entre l'étoile polaire et l'horizon n'importe où dans le monde. Mais pour déterminer votre longitude, vous devez connaître l'heure avec précision. Et quand je dis précision, je veux dire qu'une erreur d'une minute au large de l'Europe provoque un décalage de 20 km. Une erreur d'une heure provoque une erreur de 1200 km. Et donc pour l'instant, notre amiral Chauvel en est à planifier le voyage de retour de sa flotte de 15 navires restants vers la Grande-Bretagne. Il est à bord du vaisseau amiral, le HMS Association, un navire d'ores et déjà mythique qui a brillamment survécu à la fois à la grande tempête de 1703, mais également à la prise de Gibraltar un an plus tard. À ses côtés, la fine fleur de la flotte britannique, le HMS Royal Anne et ses 96 canons, le Eagle ou encore le Lennox, dont nous reparlerons bientôt. L'itinéraire est évident. Avec un cap sud-ouest convenablement maintenu, ils rejoindront Gibraltar où ils feront une escale le temps de planifier la deuxième partie du voyage dans l'Atlantique. Le 29 septembre, ils quittent donc Gibraltar et une fois parvenus aux côtes portugaises, l'amiral Chauvel met le cap vers le nord. Seulement voilà, lorsqu'il quitte l'océan Atlantique pour entrer dans le golfe de Gascogne, la météo se gâte. D'énormes rafales de vent accompagnent une mer de plus en plus déchaînée. Le cap est extrêmement difficile à tenir et la tempête rend toute observation astronomique impossible. Alors Chauvel se fie aux rares instruments dont il dispose et à son expérience. Malheureusement, à cet instant, il l'ignore encore, mais les énormes bourrasques font dévier l'escadre de quelques degrés de longitude. Et si jamais vous venez de penser quelque chose du style « Oh, ça va quelques degrés », alors rappelez-vous qu'un écart d'1 degré au large de la France, c'est presque 80 bornes de décalage. Le 21 octobre, après 3 semaines de voyage dans des conditions déplorables, une éclaircie vient enfin chasser les nuages. Chauvel se jette sur ses instruments de mesure pour réaliser une observation astronomique pour déterminer leur position. Mais le répit est de trop faible durée et quelques heures après, la tempête reprend de plus belle. Chauvel est circonspect. Il n'a pas disposé d'assez de temps pour affiner les calculs de leur position. Cette précipitation, ajoutée au fait qu'il n'a pas pu faire d'observation depuis plusieurs jours, rend ses calculs incertains. Il en est parfaitement conscient. Nous sommes le 22 octobre 1707 et dans quelques heures, notre amiral prendra la plus mauvaise décision de sa vie. À l'évidence, ces mesures de latitude montrent qu'ils sont aux portes de la Manche. Mais où ? Prudent, Chauvel décide de réunir les capitaines de chacun des navires de sa flotte pour effectuer un sondage d'opinion sur leur position. L'escadre se rassemble et les pilotes se réunissent donc à bord du vaisseau amiral pour mettre en commun les différentes informations dont ils disposent. Après consultation, les navigateurs parviennent à un consensus. Ils sont au large des côtes bretonnes, à la même latitude que l'île d'Ouessant. Tous les capitaines de l'escadre en sont persuadés. Tous, non. Car un irréductible pilote résiste encore et toujours au consensus autour de leur position, le responsable du HMS Lennox. Et si j'emploie volontairement la tournure de phrase d'un Astérix et Obélix, c'est qu'ironie du sort, ce pilote est breton. Ouessant, c'est chez lui. Il en connaît toutes les caractéristiques, toutes les odeurs, tous les courants. Et là, rien à faire, il ne parvient pas à retrouver ses souvenirs. Même si aucune visibilité ne lui permet de confirmer ou d'infirmer son idée, selon lui, l'escadre a dévié sur une autre longitude et s'approche plutôt de Sorlingue, autrement appelé les îles Scilly, un archipel de 5 îles situé en mer Celtique et entouré de nombreux récifs sur près de 50 km. La situation est préoccupante. Cette incapacité à connaître précisément leur position est extrêmement problématique, car selon qu'ils sont sur la longitude d'Ouessant ou celle de Sorlingue, la situation n'est pas, mais alors pas du tout la même. S'ils sont bien à l'ouest de la Bretagne, alors c'est simple, cap au nord-est pour rejoindre Plymouth en toute sécurité quelques heures plus tard. En revanche, si se pilotent d'ivraie et qu'ils sont à l'entrée de Sorlingue, ce même cap nord-est va les précipiter vers les récifs. On le sait maintenant, c'est ce pilote qui détenait la vérité ce jour-là. Personne ne sait exactement les raisons pour lesquelles il était si persuadé d'avoir raison,
Mais toujours est-il qu'il n'a pour autant pas réussi à convaincre le reste des navigateurs. Et dans un souci d'écoute de la majorité, l'amiral Chauvel prit alors la décision qui va mener 2000 hommes vers la mort. Cap, vers le nord-est. Quelques heures plus tard, les HMS Lennox, Valeur et Phoenix pénètrent dans l'archipel. Ils ont été détachés et envoyés en reconnaissance, suivis par le reste de la flotte. Entourés d'îlots et de rochers, au beau milieu d'une mer déchaînée qui n'en finit pas de remuer, et avec une visibilité quasi nulle, les pilotes se débattent maintenant pour éviter un naufrage qui leur serait fatal. Mais rien n'y fait. Impossible de résister aux forces de la mer. Comme le dit Victor Hugo dans son roman « Les travailleurs de la mer », pas de bête comme la mer pour dépecer une proie. L'eau est pleine de griffes. Le vent mord, le flot dévore. La vague est une mâchoire. C'est à la fois de l'arrachement et de l'écrasement. L'océan a le même coup de patte que le lion. Les 3 navires se précipitent vers les rochers acérés, coupant comme des lames de rasoir. Le pilote du Phoenix réussit tant bien que mal à faire échouer son bateau sur un banc de sable entre Tresco et Saint-Martin, sauvant ainsi la vie à tout son équipage. C'est malheureusement loin d'être le cas des autres navires. Le HMS Lennox et le HMS Valeur, rejoints par le reste de la flotte, s'empalent les uns après les autres sur les hauts fonds. C'est ainsi que les HMS Eagles, Romney et Firebrand coulent sans préavis, des suites de chocs répétés contre les récifs. À bord du vaisseau amiral, Chauvel tente désespérément de faire face. Il a compris qu'il a commis une énorme erreur de navigation suite à une mauvaise estimation de sa longitude. Mais l'heure n'est pas encore au bilan, mais plutôt à la survie. Le barreur tente de reprendre le contrôle, mais les éléments se déchaînent autour du vaisseau. À quelques mètres de là, un autre navire, le HMS Saint-Georges, est lui aussi touché. L'équipage essaye tant bien que mal de garder le navire à flot, et en gardant un œil sur le vaisseau amiral, en tentant de déceler un quelconque ordre de l'amiral sur la marche à suivre. Mais l'avenir va leur montrer qu'ils allaient devoir compter uniquement sur eux-mêmes. Car laissez-moi vous parler maintenant du vrai personnage principal de cette histoire, l'Outer Gilstone Rock. Au large des îles Scilly, il existe un site qui porte le nom de Western Rocks. Il s'agit d'un groupe d'îlots rocheux inhabités, très dangereux pour la navigation et, malgré tout, très intéressant d'un point de vue biodiversité. Voyez-y la causalité qui vous plaira, mais toujours est-il que dans ce type d'endroit particulièrement inhospitalier pour l'humain, les espèces animales prospèrent. Bref. C'est dans cette zone, Western Rock, que la flotte de l'amiral Chauvel s'est malencontreusement aventurée. Parmi tous les îlots de ce site, il y en a des petits et il y en a des gros. C'est le cas de celui qu'on appelle l'Outer Gilstone Rock, un rocher à la fois mythique et funeste car il est responsable de nombreux naufrages. En 1784, le navire postal Nancy le percutera. La diva Anne Cargill et son enfant furent retrouvés noyés, leur corps enlacés. Un siècle plus tard, en 1841, le SS Thames va également en faire les frais et sombrer, entraînant avec lui 62 marins qui périront noyés. Ce rocher est un piège redoutable. La dent affûtée de l'océan qui, aujourd'hui encore, constitue un risque conséquent pour tous les navires qui s'en approchent. C'est vers ce monstre marin qu'est irrémédiablement attiré le navire amiral HMS Association. Sous leurs yeux effrayés, les membres du HMS Saint-Georges voient le navire foncer vers un naufrage certain. Ce serait une véritable catastrophe. Le vaisseau amiral est de loin celui qui compte le plus de marins. Plus de 800 sont à bord. Ils crient, ils hurlent, mais leurs plaintes se noient elles aussi dans les affres de la tempête. Au final, rien ne put arrêter le HMS Association qui s'écrasera contre l'Outer Gilstone Rock en ce 22 octobre 1707 et qui sombrera en moins de 3 minutes devant les yeux des autres marins démunis qui ne tarderont pas à le rejoindre dans les heures ou les minutes qui suivirent. La tragédie est d'une ampleur inégalée. Le bilan, désastreux. On parle de 1500 à 2000 morts. Dans les jours qui suivirent le naufrage, les côtes des îles Scilly seront jonchées des cadavres de ces marins que la mer a rejetés. Les corps de l'amiral Chauvel et de ses 2 gendres, ainsi que son capitaine, seront retrouvés à près de 12 km des lieux du naufrage, à Portellic Cove, sur l'île Sainte-Marie. De nombreuses légendes sont venues illustrer cet épisode douloureux de l'histoire de la marine anglaise. On raconte que l'amiral Chauvel aurait survécu au naufrage et qu'il aurait été assassiné par des populations locales pour lui voler une bague. C'est en tout cas ce que racontera l'une des habitantes de ces îles sur son lit de mort, 30 ans plus tard, en montrant la bague qu'elle avait toujours portée au doigt. L'amiral Chauvel, qui était déjà un personnage estimé par la couronne, devint instantanément un martyr.
et la reine Anne demanda expressément son exhumation pour qu'il demeure à l'abbaye de Westminster où il repose encore aujourd'hui. Cette immense tragédie, connue désormais sous le nom de désastre naval des Sorlingues, est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la navigation en Grande-Bretagne et de la navigation maritime en général. Il est le résultat de l'incapacité pour les marins de connaître leur longitude avec suffisamment de précision. Et c'est pourquoi, dans le but de ne jamais voir se reproduire un tel désastre, qu'un gigantesque plan national verra le jour par la suite que l'on appellera le Longitude Act. C'est un concours qui offrira une somme absolument gigantesque à toute personne capable de trouver une solution au problème de la longitude, pour que cesse ce genre de tragédie. Car ce jour-là, ce sont près de 2000 hommes qui ont été balayés, telles les vulgaires pièces d'un puzzle qui se brisent en 2000 morceaux en tombant à terre. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que cette catastrophe, aussi imprévisible fut-elle, aurait pu être évitée. Car au même moment, alors que la flotte de l'amiral Shovel quittait le détroit de Gibraltar pour remonter vers leur funeste destin, un jeune papa offrait à un enfant malade un cadeau. Et ce cadeau allait changer pour toujours le monde de la navigation.